Bonsoir, chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver à cette émission maintenant que vous connaissez, Mon Chien, mode d'emploi. Et oui, il y a un mode d'emploi pour les chiens. Alors cette émission, bien sûr, le corps de cette émission, c'est Vincent. Vincent, ça va ? Ben, tout va très bien. En plus de ça, il fait un temps splendide. Il fait un temps splendide. Merci d'être venu, Vincent. Mais c'est moi qui te remercie de permettre à l'amoureux des animaux que je suis de s'exprimer et de faire passer des messages qui ont pour seul objectif de rendre encore plus agréable. Puis on dit, celui qui n'aime pas les chiens, enfin, celui qui n'aime pas les animaux, il n'aime pas les hommes. C'est vrai ? Je l'ai longtemps dit. Aujourd'hui, je dis que celui qui n'aime pas les animaux est un être très à plaindre. Ah, c'est pareil. Allez, chers amis téléspectateurs, je vous rappelle l'excellent livre de Vincent, Le Moniteur du Club 2. Ça veut dire que tu as écrit le 1. Et ça, vous pouvez le trouver. C'est édité aux éditions... Voilà, édition... Louis Blanc, c'est ça. Aux éditions Louis Blanc, pour le trouver sur Internet, je suppose le commander sur Internet. Alors Vincent, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes en direct sur tvazur.com, sur micromaxtv.tv, bien sûr, et bonjour à nos amis de Micromax qui sont toujours partenaires. Vous êtes également en direct sur lagazetteduvar.fr et bientôt peut-être même en Corse. Et je vous rappelle que vous pouvez et vous devez poser des questions à Vincent s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit pendant que nous allons échanger tous les deux. Alors on va échanger sur quoi ? Quel est le thème de ce soir, Vincent ? Je te laisse le dire. Eh bien, le thème de ce soir, c'est le positionnement hiérarchique du chiot dans la famille. Hein, on dit dans la meute. Dans la meute de chien ou dans la famille humaine ? Non, dans la meute, mais le chien considère la famille comme une meute. Hein. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Sauf que dans une meute de congénères, il ne va pas avoir besoin de nous pour se positionner. Hein. La nature va faire les choses tout à fait naturellement. Alors que quand il entre dans une famille, eh bien, les repères ne sont pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes, le mode sociétal dans lequel il va vivre est complètement différent, ce qui implique qu'on lui montre le chemin. D'accord. Donc il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire. Et encore une fois, ce fameux problème d'anthropomorphisme constitue non seulement un frein, mais bien souvent devient un adversaire terrible quant à ce positionnement hiérarchique et à l'éducation du chiot. Alors Vincent, tu viens de dire un mot, tu viens de parler d'anthropomorphisme. Ça veut dire quoi Alors en fait, l'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement à d'autres espèces animales, par exemple le chien, mais pas uniquement animales. Hein. D'accord. On considère ces espèces comme possédant la capacité de comprendre et de réfléchir comme l'être humain. D'accord. Or, c'est ça l'anthropomorphisme. D'accord. C'est considérer. C'est une forme d'identification ? C'est un petit peu, mais là, beaucoup de propriétaires de chiens et de chiots, notamment, vont se reconnaître. Et là, je mettrai un point particulier en disant que lorsqu'il s'agit de chiots, eh bien, les nouveaux propriétaires, bien souvent, ou les propriétaires tout court, bien, considèrent cet animal comme un enfant, comme un bébé. Ouais, et ils attendent de lui, non seulement qu'il comprenne comme un bébé, mais qu'il réagisse comme un bébé. Ouais. Donc il est facile quand même de comprendre que les codes ne sont pas les mêmes. Bien sûr, bien sûr. Ouais. On a souvent besoin de les aider, et moi je les encourage à être très attentifs à ce que nous allons dire ce soir, Marc, parce que quelques petits conseils dans cette semaine risquent d'être, je l'espère, extrêmement productifs et bienfaiteurs, non seulement pour eux, mais également pour le chiot, parce que n'oublions pas que la hiérarchie du chien, ce sont des bonnes règles d'éducation et de vie, et une bonne hiérarchie procure un apaisement et permet de limiter un certain nombre de conflits. Qu'il s'agisse du chien, qu'il s'agisse des membres de la famille qui l'ont... Ou des habitudes de travers qui vont s'installer et qui vont être très difficiles à partir après, ce genre de choses qui vont s'installer très vite. Alors, le chiot, pardon Vincent, le chiot, il arrive, il a combien de semaines, il a combien de Alors en principe, il a 8 semaines, plus ou moins. Alors là, il y a déjà un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en considération. Où est-il venu au monde? Comment a-t-il vécu? Était-il chez des particuliers? Est-il déjà imprégné de certaines mauvaises façons de faire? Ou est-il brut? Moi, pour ma part, je préfère, et de loin, lorsque je prends un chiot de 8 semaines, le prendre dans un endroit totalement neutre, c'est-à-dire dans un chenil, à la limite. Hein. Dans des familles, il y a souvent des petits problèmes
qui ont toujours à l'origine le souci de bien faire, Marc. Donc ce n'est pas du tout un grief que l'on fait aux propriétaires. On croit bien faire. Voilà, c'est toujours le souci de bien faire qui leur fait faire des erreurs. Alors les astuces, les choses à pas faire. Les choses à pas faire, d'abord, il faut prendre en considération deux choses extrêmement importantes. D'une part, nous avons un animal en face de nous et pas un être humain. Il est extrêmement facile de comprendre et d'accepter le fait que le mode de communication est différent, les règles sont différentes, et il y a une similitude avec l'enfant. C'est que pour autant que l'individu, qu'il s'agisse d'un chiot, qu'il s'agisse d'un enfant, soit bien équilibré et ait un caractère digne de ce nom, il va vouloir hiérarchiquement occuper une place prépondérante. Ah, d'accord. C'est normal. C'est ce qui fait que les petits-enfants qui ont du caractère, il faut faire attention. Donc c'est pas forcément humain. Mais non, justement, c'est pas forcément humain. Par contre, attention, nous allons régler les problèmes. Un bon éducateur va régler les problèmes de son enfant correctement en mettant en place des règles qui sont propres à l'intellect de l'être humain et au mode de vie de l'être humain. Lorsqu'il s'agit d'un chiot, il va falloir s'adapter à ses règles à lui, à son langage, à son mode de communication et à ses règles. Tu veux dire par là que l'erreur qu'on peut commettre, c'est de dire « tiens, je vais faire de l'autorité comme si c'était un gamin ». C'est ce qu'on appelle justement de l'anthropomorphisme. Voilà, c'est ça. Ça, c'est véritablement, je ne vais pas dire l'ennemi, mais c'est véritablement l'adversaire du bien loin. Parce que lorsque les propriétaires prennent la peine de laisser le sentiment un peu de côté, de voir la chose avec objectivité et réalisme, très vite, pour ne pas dire immédiatement, ils en ressentent les bienfaits. Pourquoi ? Parce qu'en étant réalistes, ils vont adopter le langage de l'animal et non pas donc un langage qu'il va pouvoir comprendre. C'est ça. Mais pour ça, il faut avoir les clés. Il faut avoir les clés. Alors justement, quelles sont ces clés ? D'abord, il faut savoir que la hiérarchie qu'il y a dans une cellule familiale peut différer. C'est-à-dire que le positionnement hiérarchique d'un individu dans une meute ne va probablement pas être le même si demain cet individu change de meute. D'accord. C'est pas toujours, on ne vient pas au monde dominant. C'est un terme que je n'aime pas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais on va quand même l'utiliser parce qu'il est tellement plus parlant pour tout le monde. On en parle toujours, voilà. Alpha, etc. Mais naturellement, tous les bébés essayent d'être en haut de la pyramide. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de leader, mais on reviendra là-dessus le moment venu. Ça, c'est une première chose. Comment va-t-il faire pour cela ? Il va d'une part utiliser des codes qui sont propres au milieu animal, et d'autre part, il va prendre en considération des paramètres qui sont également propres au milieu animal. Je m'explique. Alors voilà, lesquels ? Par exemple, il est facile de comprendre que si on parle de l'éducation d'un enfant, il n'y a absolument aucun problème à nourrir son enfant avant qu'on se mette à table, par exemple. Oui. Ça ne va pas avoir de conséquences, sauf si un pédiatre me dit que je me trompe, et à mon avis, ça n'en aura pas. Eh bien, les conséquences chez l'animal sont totalement inversées et elles peuvent être, je ne vais pas dire irréversibles, mais graves. Dans les règles qui régissent la hiérarchie d'une meute, il y a notamment l'alimentation, c'est-à-dire non pas la qualité de ce qui est mangé, mais l'ordre dans lequel les individus mangent. Il y a le couchage, il y a un grand nombre d'attitudes qui vont être des indicateurs extrêmement précis pour le chiot et qui vont lui permettre de comprendre quelle est sa place. Je pense à un exemple tout bête, Marc. Bien souvent, les gens, lorsqu'ils ont un bébé, ont un panier, un coussin, dans lequel ils le mettent. Alors le coussin, il est devant la porte, ou voyons, pour lui apprendre à garder plus tard, ou à la cuisine pour qu'il voie tout ce qui se passe. C'est une erreur totale. Il faut, complètement. Il faut savoir que chez le canidé, c'est le dominant qui fait ça. Donc, sauf si on veut conforter ce petit bébé dans sa position de dominant, qu'il ne doit pas occuper, parce que c'est totalement incompatible avec la vie sociétale qu'on va lui demander d'accepter, eh bien, on met son couffin ailleurs. Comme ça se passe dans une meute. Dans une meute, seul le dominant est placé de sorte telle qu'il puisse voir tout, qu'il puisse avoir une vue sur tout. Et du mot dominer.
du mot dominer, absolument. Alors que là, bon, ça, c'est encore... Alors, je te coupe, Vincent, mais des gens pourraient dire, oh là là, oh, le pauvre chiot, on va le contrarier. C'est pas du tout rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il veut être dominant parce que c'est son caractère, mais s'il ne l'est pas, je parle de son couchage. Ça va pas influer. Je parle de son couchage. Le couchage, le mâle, donc le leader d'une meute, lui, dort par exemple sur le point culminant, il a une vue sur tout. Comme les loups, les loups sur le haut du rocher. Oui, le dominé, non. Le dominé, lui, fait confiance au dominant pour surveiller. Et il accepte donc la position de leader de tel ou tel individu. Ceux qui ont le courage de le faire, qui se font violence, parce que je sais qu'il va falloir se faire violence pour faire cette chose-là, vont très très vite voir le comportement de leur chiot changer. Leur chiot va se rapprocher d'eux, il va être encore plus collé à eux. C'est pour le bien-être du chiot. Et il va le comprendre comme ça. Et ça ne va pas le perturber. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'animal considère le leader, le dominant, comme l'être protecteur. C'est ça. Et non pas la personne qui va lui faire du mal. Alors ça peut être un être ou ça peut être le couple, homme-femme, dans la maison. Le problème n'est pas là. Le problème est que lui ne soit pas dominant. Après, le reste, c'est pas son problème. Il faut qu'il s'intègre dans la meute. Mais par contre, à partir du moment où il s'intègre dans la meute, c'est le dominant qui va diriger. Et d'ailleurs, c'est vers ce dominant, non pas que les enfants vont aller forcément, bien qu'il y ait une similitude là assez fréquente, mais c'est vers ce dominant que va aller le chiot. D'ailleurs, j'ai souvent entendu cette remarque selon laquelle, écoutez, je ne comprends pas, lorsque j'ai une consultation pour des problèmes de troubles, écoutez, je ne comprends pas parce que, regardez, c'est moi qui lui donne à bouffer en permanence, tout ça, mon mari, il est plus là pour l'engueuler pour autre chose, pourtant, quand il rentre, il est collé à ses masses. Combien de propriétaires de chiens ont pu me dire ça? C'est normal. Ce ne sont pas les mêmes repères que nous. L'animal voit chez cet individu, il voit l'être le plus à même à le protéger. Et non pas celui qui va lui en faire baver. C'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. D'accord. Alors tu le mets où, le couffin? On le met dans un endroit tranquille. Il ne faut pas non plus que le chien soit isolé, il ne faut pas qu'il soit enfermé dans une pièce. Dans un endroit tranquille où il va dormir, où il ne va pas avoir cette sensation qui est procurée à tous les animaux qui vivent dans la nature et dans la vie sauvage, de surveiller et de veiller sur le reste de la meute. À partir du moment où on lui demande de veiller, c'est-à-dire qu'on accepte le fait qu'il soit le leader dans la famille, d'ailleurs le dominant, encore une fois, pour appeler les choses plus simplement. Alors, la hiérarchie, c'est quoi en fait? Parce qu'on en a parlé du dominant, mais il y a quoi? Les dominants, les dominés? Alors, bon, alors, encore une fois, on va conserver ces termes de dominant et de dominé, bien qu'il y a une connotation péjorative que je n'aime pas du tout. Le dominant a une connotation de maître absolu. Encore une fois, ce n'est pas ça. Le dominé, il y a une connotation de soumission, et la forme de soumission chez l'animal n'est pas du tout la même que chez l'être humain. N'oublions pas qu'il n'y a pas d'intellect comme chez nous qui pollue tout un certain nombre de choses. Encore une fois, je le répète, c'est important, Marc. Le dominant, c'est le leader. C'est le chef, c'est celui en qui on a confiance. C'est ça, c'est celui qui va veiller sur nous. Le dominé, c'est pas celui qui se soumet. Par contre, et il faut bien comprendre la nuance, c'est celui qui est capable de faire allégeance. C'est ça. Faire allégeance dans le milieu animal, c'est-à-dire avoir une attitude comportementale qui va faire comprendre au leader, voilà, tu es mon gardien, tu es mon guide. Tu n'es pas mon bourreau, tu es mon guide. Alors que le dominé, c'est autre chose. La domination fait appel à certaines notions que moi je réprouve un petit peu. Je sais qu'elle est encore extrêmement discutée. Moi je préfère parler du restant de la meute que de... Après il y a différents niveaux, bien entendu. Par exemple, si on prend une meute de chiots, c'est une chose. Mais le sujet n'est pas forcément là ce soir. Le sujet ce soir est dans le chiot dans la famille. Le bébé arrive dans la famille, on va être prisonnier tout de suite d'un certain nombre de sentiments. On va réagir de façon absolument instinctive parce qu'on va voir cet nouvel individu comme un bébé et non pas comme un animal, même si on est d'accord pour qu'on me dise que c'est un animal, mais on va le voir comme un bébé et on va automatiquement faire un transfert et avoir des attitudes, c'est là, pardonne-moi, où justement j'explique dans ce livre, comprendre et se faire comprendre de son chien. On va avoir une attitude qui, si elle est claire, pour tous les autres membres de la famille, ne va pas forcément l'être pour le sujet. D'accord.
Alors, tu nous as donné rapidement deux clés. C'est la nourriture. Donc, si j'ai bien compris, ben, le chiot ne doit pas manger avant la famille, ne doit pas manger avant tout le monde. Et après, éviter sa position dite dominante ou générale dans la famille. Bah, pour le dire de façon plus simple, il n'est pas là pour garder la famille. Ouais, c'est ça. Il n'est pas là. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, avant, nos anciens, pour faire en sorte qu'un chien garde, vous savez ce qu'ils faisaient, hein, ils l'attachaient. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. J'espère. On l'attachait, le chien devenait fou enragé, et on disait c'est un super chien de garde. Hein. Alors après, ça n'empêche que, bon, il y a des chiens qui ont cet instinct de garde, de conservation, qui est extrêmement développé, donc ça fait d'excellents chiens. Hein, mais oui, dans les races. Ça n'a rien à voir avec le comportement dans la maison. L'attitude du chien au dehors, faisons bien le distinguo là aussi, entre l'attitude du chien dans la famille, c'est-à-dire dans son comportement vis-à-vis des autres membres de la meute, et son attitude dans le jardin, tout ça, c'est complètement différent. Prenez un sujet dans la meute, un sujet qui s'éloigne de la meute et qui s'en va quelque part. Il va avoir une attitude complètement différente. Je l'ai dit tout à l'heure, le positionnement hiérarchique, c'est-à-dire le positionnement de leader, varie selon qu'on soit dans cette meute, dans une autre meute ou qu'on soit seul. Mais en fait, c'est l'anthropomorphisme, mais ça peut très bien arriver parce que nous, c'est pas des meutes, c'est des groupes de gens. Mais on peut très bien aller dans un groupe de gens où on va pas être le leader, et puis notre groupe de gens où on va se retrouver leader. Sur ce point, c'est exactement pareil. C'est pareil. Sur ce point, c'est exactement pareil. Donc c'est bien. Hein, un individu est leader dans un contexte précis et dans un lieu précis, il ne l'est pas forcément ailleurs. Hein, ça, c'est facile à prouver. Bah, c'est exactement. Voilà, c'est peut-être une belle façon que tu viens d'éveiller là pour faire comprendre la chose convenablement. Voilà. Ok, Vincent. Je pense qu'il y a d'autres choses à éviter. On va en parler aussi. Le fameux couchage, hein, ça c'est pour faire attention, c'est lié directement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui font dormir leurs chiens dans leur chambre, et j'ai toujours dit, moi, il n'y a pas de critique à faire à ça. C'est loin d'être aussi dramatique qu'on peut bien le dire. Ce qui est grave, parce qu'à ce moment-là, on est en train d'empiéter sur un code qui est extrêmement fort chez le canidé, c'est le positionnement sur le plan altimétrique, si j'ose dire, hein, sur le plan géographique, voilà. Donc, l'animal, le leader d'une meute, est facile de comprendre qu'il va toujours se situer sur un point culminant. Parce que c'est pas parce qu'il est bien, c'est parce que c'est sa fonction qui l'exige. Si jamais on laisse un chiot dormir sur un point culminant, par exemple sur le lit, hein, par exemple monter sur un canapé, hein, parce que pour nous, il est sur le canapé. Mais pour lui, il n'est pas sur le canapé. Pour lui, il est au-dessus des autres. Il ne sait pas ce que c'est un canapé. Attention. Donc, selon comment ça se passe, ça peut être interprété. Ce que je veux dire, Marc, c'est que ça peut être interprété de façon différente. Il faut faire très attention. Ne faisons pas, encore une fois, d'anthropomorphisme dans le domaine. Ne prêtons pas aux chiens des capacités et des interprétations, notamment comportementales, qui sont différentes des nôtres. Ce que nous interprétons, nous, avec ton intellect, est totalement différent de ce que lui peut interpréter avec ses codes, avec son mode de communication. Bon, on va en faire graisser quelques-uns, ou quelques-unes, n'est-ce pas, qui ont des chiens qui dorment dans le lit. Jamais ils ont des questions à poser, c'est pas le problème. Ils le savent, je pense que les gens le savent, mais ils ont du mal. Vincent, on va faire une courte pause alimentaire, et puis on se retrouve pour poursuivre cette conversation avec grand plaisir. Avec le chiot. Allez, pub. À Cavalère, le casino de jeux vous accueille et vous propose 107 machines à sous sur 2 niveaux. Un salon de jeux traditionnel avec roulette anglaise, blackjack, poker et Texas Hold'em. La terrasse plein air satisfera les fumeurs. Le casino de jeux de Cavalère, c'est aussi son restaurant avec une carte brasserie et l'entrée sans carte d'identité. Sans oublier les dîners chauds, les ambiances musicales et le traditionnel loto avec repas. Devenez ambassadeur du casino de Cavalère avec la carte et bénéficiez de nombreux avantages. Le casino de Cavalère, c'est sur le port de Cavalère au 04 94 01 92 40. Votre agence Soka Renault Agrimo dans le golfe de Saint-Tropez, c'est au 04 94 43 45 45. Like glitter and gold.
La vie est faite d'opportunités. Nouvelle gamme Renault. La vie avec passion. Réservez votre essai sur Renault.fr. Votre nouveau Renault Scénic vous attend à l'agence de Souka Renault à Grimaud, Golfe de Saint-Tropez, au 04 94 43 45 45. Dans un écrin de verdure adossé aux collines des Morts et bénéficiant d'une magnifique vue mer, le camping Caravaning Creux du Mouton vous accueille. Vous apprécierez le calme et tranquillité et le confort de ce camping où le meilleur accueil vous sera réservé. Au bord de la piscine chauffée, la vue est imprenable sur la mer Méditerranée. Pendant que vous bronzerez sur les relax, vos enfants barboteront en toute sécurité. Aire de loisirs, jeux pour enfants, salle Wi-Fi et pour finir, le restaurant du camping vous accueille tous les jours. Votre emplacement chalet-bois ou mobil-home, faites votre choix et réservez au camping Creux du Mouton à Cavalère. Voilà, de retour sur ce plateau avec notre comportementaliste éducateur canin Vincent, que maintenant vous connaissez bien. Alors on parlait du show, c'est vrai qu'on s'est quitté à l'instant sur quelque chose qui... Ah ouais, voilà, c'est ça, c'est... Oh, le pauvre chien, il dort avec moi. Parce qu'on fait de l'anthropomorphisme à ce moment-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prête au chien, oh, il va être malheureux parce qu'il ne dort pas sur le lit. Mais c'est faux complètement. C'est quoi. Terrible, c'est terrible. Moi, j'ai souvent envie de proposer aux gens d'imaginer ce que serait leur vie. Si dans un monde genre planète des singes, tu vois, hein, ils devaient être dans un monde justement où l'animal donc, est le leader, le dominant, et où l'animal lui parle et communique avec lui avec son mode de communication. Le pauvre homme les pauvres humains que nous serions, on ne comprendrait pas. On dirait, mais attends, mais je suis sûr d'ailleurs que dans ce cas-là, l'animal ferait l'effort de parler notre langage plutôt comme si. Oh, c'est possible, ouais, il essaierait de se mettre à notre niveau. Là, je vais un peu loin quand même. Non, enfin, je veux dire par là que quand on aime vraiment chien, alors on va mettre le doigt sur quelque chose d'autre. Là. Allez. Parce que tout ceci, bien sûr, c'est généré par des sentiments, par un affectif qui est souvent démesuré. Tu parles de l'humain, là. Je parle de l'humain. Par un amour qui est souvent inapproprié. Là aussi, je veux être clair. Qu'est-ce que je veux dire en parlant d'amour inapproprié ? En matière de transmission sentimentale, il en va comme en matière de langage. Chacun a ses codes. L'être humain communique avec un autre être humain de façon précise. On pourra en citer des tas. Nous avons des points communs, hein, j'en parlerai après. Mais par exemple, nous avons le verbe, hein, nous avons certains rituels amoureux, etc., etc., etc. Une gestuelle. Facile de comprendre que ce ne sont pas les mêmes chez l'animal. Le seul qui pourrait lui ressembler, qui est même identique, on peut le dire, c'est la communication tactile, qui est la même. La gestuelle. Tourne autour. Non, la gestuelle, le langage corporel chez le chien est encore quelque chose de très... Par contre, la communication tactile, lui, elle est très, très, très semblable. Parlons de l'amour. De l'amour qu'on peut porter à son chien, de l'amour qu'on peut porter à un enfant. Je vais le dire encore une fois et de façon la plus claire possible. Pour ma part, on peut aimer un chien autant qu'un être humain. On peut aimer un animal autant qu'un être humain. Encore faut-il prendre la précaution de l'aimer comme un animal et non pas comme un être humain. Pourquoi ? Parce que les codes ne sont pas les mêmes et qu'ils ne pourraient pas le comprendre, même s'ils nous donnent l'impression de comprendre. Ah, souvent, c'est quelque chose qu'on entend souvent dire « Oh, mon chien me comprend ». Oui, alors ça, là aussi, bon, le chien comprend des intonations. Hein. D'abord, lorsque l'humain dit cette phrase, il sous-entend qu'il comprend ses mots. Donc c'est complètement faux. Par contre, il peut parfaitement comprendre dans quel état d'âme, dans quel état d'esprit est celui qui s'adresse à lui. Est-il en colère ? Est-il en train de lui demander de jouer ? Est-il en train de lui donner un ordre ? Ça, il le comprend. Il le comprend au travers d'une intonation qu'il est parfaitement capable de distinguer. Des phéromones ou des choses comme alors, ça. Là, c'est encore autre chose. On entre encore dans un autre domaine, c'est le langage phéromonal, qui permet justement une communication qui est mal comprise par l'être humain.
enfin, sauf ceux qui ont poussé la recherche suffisamment loin et qui ont compris et admis aujourd'hui qu'au travers de la perception d'un certain nombre d'hormones, qu'on appelle des phéromones, qui transportent des informations en caractère essentiellement émotionnel, l'animal est capable de comprendre l'état émotionnel dans lequel se trouve le maître. D'accord. La personne avec laquelle il est surtout très très attaché. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est contrarié, le chien le sent. Lorsqu'on est triste, le chien le sent. D'ailleurs, dans ces modes de communication, j'ai déjà eu l'occasion de le dire une fois, assez curieusement, le chien à ce moment-là vient au contact pour essayer de communiquer avec son maître, pas ce mode de communication qui lui est propre. Mais ça, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger, nous. Alors, pas tant que ça. Ah bon? Je vais te dire pourquoi. J'ai posé une fois la question à quelqu'un à l'occasion d'une conférence que je faisais. Est-ce qu'on est capable de remplacer, sur le plan émotionnel, ce que l'on ressent lorsque l'on prend la personne de quelqu'un qu'on aime? Je ne sais pas si on peut le transposer. Ça. Je ne sais pas si on peut le transposer. Je ne sais pas si un regard ou des mots peuvent le remplacer. Prendre la main de quelqu'un, pas forcément parce qu'on est amoureux, mais simplement sur le plan affectif. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une colère. Il y a des informations qui passent par le contact tactile, qui sont propres à ce mode de communication. Il ne faut pas les renier. Bien sûr, elles sont beaucoup plus développées chez l'animal que chez nous. C'est ça. C'est la raison pour laquelle eux l'utilisent énormément. D'accord. D'où l'intérêt de ce qu'on disait juste avant. D'essayer de parler comme eux, et d'éviter d'avoir une attitude comme s'il s'agissait d'un être humain et de l'aimer de façon inappropriée. Encore une fois, je pèse mes mots. Je ne parle pas de façon démesurée. On m'a dit dernièrement, Vincent, non, pesons bien tous les mots. Je parle d'une façon d'aimer inappropriée. La bonne façon d'aimer un chien, la bonne façon d'aimer un animal, c'est d'aimer comme un animal. C'est-à-dire de communiquer avec lui, en lui faisant comprendre tout l'amour qu'on a pour lui, mais avec ses codes à lui, et non pas avec nos codes à nous. Est-ce que tu te vois, Marc, par exemple, dire à un animal « je t'aime » ? Si tu le dis à une femme, un être, ou un homme d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dis une femme, je t'aime, mais sans être obligé de faire quoi que ce soit d'autre, son intellect va lui permettre de comprendre qu'il est en face de lui quelqu'un de sincère, et le message va passer. C'est pas possible avec un animal. C'est pas possible. Il va falloir d'autres codes. Alors le code, ça peut être justement le tactile, ce que tu disais, pour lui faire comprendre. Alors le code tactile, oui, mais surtout. D'abord, l'intonation joue un rôle extrêmement important. Là, on va en parler dans la prochaine émission. Ça va être un des points forts de la prochaine émission, puisqu'on va développer l'éducation, les premières règles d'éducation. Mais le ressenti, l'animal est beaucoup plus dans le registre du ressenti que dans le registre mathématique, vocabulaire, etc. etc. Le ressenti, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que justement, il utilise... Mais ce mode de communication, il existe aussi chez l'homme, Marc. Il y a des individus qui sont parfaitement capables de comprendre lorsqu'ils ont en face de lui. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est gai, quelqu'un qui est contrarié. C'est peut-être le côté animal à ce moment-là qui probablement. C'est un retour on est des mammifères. Oui, absolument. Je pense qu'à l'origine, on devait fonctionner avec des règles de communication, enfin des modes de communication qui étaient complètement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Est-ce que le téléphone existait? Est-ce que les SMS existaient? Tout ça, aujourd'hui, pourtant, on communique par ça. Le sentiment et l'affectif est complètement laissé de tomber. Ce en quoi, d'ailleurs, on pourrait s'interroger, mais c'est un autre domaine. C'est une autre question. Bah écoute, oui, alors voilà, ça y est, le chien est dans la famille, il est là. On a quelques petites clés. On va résumer. Ouais, on va résumer quelques petites clés pour bien agir. Votre bébé arrive. Ouais. Première règle. Oh, il est beau. Ça, on peut le dire. Mélodie, j'espère que tu écoutes cette émission. J'ai vu sur Facebook que tu avais eu un petit chien. Alors, c'est un petit chien. Je lui ai dit, regarde l'émission. Mélodie, c'est une amie qui est ostéopathe pour les animaux. Oui. Un jour, on l'invitera, pardon. Oui. Et il faudra qu'elle vienne. Et elle a un joli petit chien, j'ai vu sur Facebook tout Je me demande si je ne l'ai pas eu au téléphone ces jours-ci, Mélodie. Ah, c'est possible. Je me le demande. C'est sur Saint-Tropez ? Elle est de Cavalère.
Ah, Elle oui, est de d'accord, Cavalère. oui. Mon épouse la connaît, puisque... Oh, sûrement. Elle m'a dit, je peux pas regarder, je suis à la pharmacie, je travaille, je ne veux pas dévoiler, mais elle travaille dans une pharmacie. Oui, d'accord. Donc elle m'a dit, mais je regarderai l'émission Eh ben, après. écoute, avec Écoute grand bien. plaisir. Ça me permettra de m'entretenir avec une ostéopathe autre Ouais. que mon épouse, puisqu'elle aussi Ah bah, tu vois. profession. Donc, mais c'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, on va les présenter. Elles vont peut-être pouvoir... Sûrement. se Alors répondre Mélo, t'as les autres. compris, hein, le Oui. chien, oh, il est beau, le petit tout. Oui, non, alors ça, c'est terrible, c'est terrible. Premièrement, essayons d'être sérieux, objectifs et réalistes. Quand vous avez un bébé qui arrive à la maison, soyez réaliste. Dites-vous, j'ai là en face de moi un petit chien, un petit animal. Bon, il va falloir que nous vivions ensemble. Il va falloir que nous communiquions. Je vais demander à ce petit animal d'accepter une vie sociale qui n'est pas la sienne. Autrement dit, il va falloir que je lui apprenne. Mais attention, je vais lui apprendre avec son mode de communication et avec ses codes à lui. C'est ça, pas les miens. Pas les miens, bien sûr que non. Hein? Et pour cela, faites-vous aider de grâce. Ne pensez pas que vous savez tout. Ne pensez pas parce que vous avez eu un enfant ou 3 enfants, vous allez savoir faire. C'est complètement différent. Encore une fois, je fais plus ou moins la promotion des associations à but non lucratif qui sont là pour aider les gens. Quelques conseils parfois permettent de solutionner, d'éviter surtout des problèmes. L'animal n'est pas comme l'être humain, à qui on peut dire un jour, écoute, je me suis planté dans ce que je t'ai appris. On recommence. On va reprendre tout à zéro. C'est pas possible. Il faut que chacun comprenne que lorsqu'on fait une erreur, elle est irréversible. Ouais. Et avant de corriger le tir, il va falloir effacer ce qu'il a mal appris. C'est ça. Déprogrammer. Le chien n'a pas la capacité intellectuelle de l'être humain, ne l'oublions pas. Hein. Même si on l'aime autant, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, il faut d'abord être réaliste. Lorsqu'on a accepté cette chose-là, eh bien, il y a des petites règles précises. Hein. Celle dont j'ai parlé tout à l'heure, le chien, naturellement, puisque c'est un animal, un canidé, a fortiori, va vouloir être leader, parce que c'est la nature qui le pousse à l'être. Et puis, c'est peut-être aussi l'endroit d'où il vient, où on lui a laissé croire qu'il était leader. Ne l'oublions pas, ça va. L'animal a 8 semaines, 9 semaines, 2 mois, donc il a déjà etc. quelques Donc peut-être marques. que jusque-là, on lui a laissé... Il vivait dans une meute d'autres chiots. Il était peut-être le leader dans cette meute. Tout naturellement, il change de secteur géographique. Il va peut-être essayer de l'être encore à nouveau. Instinctivement. Instinctivement, si j'ose dire. Naturellement, même. Naturellement. Il va falloir lui expliquer ces choses-là. Mais pas lui expliquer avec un langage humain. Il n'y a pas de petit livre. Il y a un mot qui choque souvent quand je l'utilise, et pourtant il est très réaliste. Si vous voulez parler comme votre chien, ayez un langage bestial. Comportez-vous de façon bestiale, non pas au sens péjoratif du terme, au sens réel du terme. Comportez-vous comme un animal, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Vous arriverez d'autant plus facilement à vous rapprocher de son langage. C'est ça. Quand vous avez fait cette démarche intellectuelle, alors après, tout est permis. Et vous allez voir comment c'est facile. Parce que l'éducation et le positionnement hiérarchique d'un chiot, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Ce qui est très difficile, c'est de corriger le tir. De rattraper après. Et dans les associations à caractère éducatif, c'est le problème qu'on rencontre majoritairement. Raison pour laquelle j'invite tous les gens qui ont des chiots maintenant dans les clubs dignes de ce nom. Il y a ce qu'on appelle l'école du chiot, hein, où justement, par le biais, la prochaine émission, on fera probablement la maternelle du toutou. La maternelle du toutou, voilà, absolument. Et là, on leur apprend justement à vivre de façon sociable, et on leur apprend le social également, qui sont deux choses différentes, on aura l'occasion de parler aussi. Hein. On ne peut pas inventer les choses. Lorsqu'on veut écrire, si on ne sait pas, on va apprendre à écrire. Ouais, tout à fait. Lorsqu'on veut parler anglais, on ne l'invente pas, on va apprendre avec un professeur. Si on veut parler chien, on essaye de se faire aider par des gens qui connaissent le langage. Qui connaissent, qui connaissent mieux. Encore une fois, je le répète, on ne fait pas de publicité pour qui que ce soit. Non, mais il y a des tas de clubs. Tu peux le dire, dans le golf, il y a beaucoup de clubs. Il y a des clubs dans le golf, il y a notamment un Grimaud, puisque nous sommes à Grimaud, donc il serait honteux de ne pas le citer. Et ce sont des associations en but non lucratif, encore une fois. Ils font pas de business. Je le répète, tous les moniteurs, tout ça sont des bénévoles et les cours sont absolument gratuits, il faut le savoir. C'est bien. Parce que là aussi, ça peut freiner certaines personnes, il faut bien comprendre. Donc il ne faut pas que l'argent soit un motif de frein à l'éducation de celui qu'on va conserver pendant une quinzaine d'années, ne l'oublions pas. D'ailleurs, Vincent, pour conclure, parce qu'on est arrivé au terme de cette émission, on va venir faire un tour
si tu le permets bien sûr, au Club de Grimaud, sur le Club de Grimaud. Et on va faire des petits tutos, chers amis, en situation réelle. Ouais, on verra les shows. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, Mélo viendra avec son joli petit chien. Très bien, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, par contre, c'est pas mon autorisation qu'il faut, c'est celle de la présidente, parce que moi, je suis simplement invité à Grimaud. D'accord. Mais par contre, je sais qu'elle nous autorisera, parce que tu t'en occupes, tu la connais. Ah oui, je la connais bien, oui, je la connais bien. Donc, on va y aller, on va les surprendre un samedi après-midi dans leur école, dans leur classe maternelle. Hein. Et on va vous nous montrer, parce que les téléspectateurs nous ont dit « Ah, c'est bien votre émission, mais il faudrait que ça bouge. » L'égayer un petit peu. Voilà, l'égayer un peu. Vous verrez, ça se passe de façon très gaie. Et puis le moment venu, on fera d'autres choses au cours préparatoire ou à l'école élémentaire, si vous voulez. Là, on va faire régulièrement, toutes les prochaines émissions, on va essayer de faire des tutos. D'accord ? Voilà, Marc. Merci, Vincent. Nous sommes arrivés au terme. J'espère que les auditeurs et les téléspectateurs auront pu s'enrichir un petit peu de tout ça. Et surtout, comme on le dit à chaque fois, qu'ils n'hésitent pas, même en dehors des émissions, à poser des questions, si jamais. Tout à fait. Ça ne doit pas être, à mon avis, uniquement dans le cadre de l'émission. Il peut venir à l'esprit de tel ou tel spectateur une question qu'ils n'ont pas pensé à poser. Eh bien, si tu me permets, ils peuvent, avec plaisir. Ils peuvent la poser oui, tout à sur fait, le site directement. Tout à fait. On y répondra à l'émission suivante. L'émission, et à la fin de cette émission, l'émission est visible sur TV Azur et sur les autres sites que j'ai cités tout à l'heure. Elle est visible aussi sur la chaîne YouTube Mon Chien, mode d'emploi. Enfin, vous pouvez les voir et les revoir à loisir. Vincent, waf waf. Waf waf, à très bientôt. Merci, et on se donne rendez-vous au mois prochain. Et le mois prochain, le thème, ça sera l'éducation, l'école du petit chien. Voilà, l'école maternelle, l'école du chiot. Voilà. Merci encore Vincent. Allez, au mois prochain. À tous. Merci à tous. À très bientôt.